Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de recevoir Gwenaëlle Perciot, psychologue, psychothérapeute, formatrice et auteure du livre « Guérir de ses blessures d'attachement » aux éditions Erol. Elle travaille en cabinet libéral et en hôpital près de Lyon. Gwenaëlle est passionnée par la psyché humaine et par les mécanismes de l'attachement et de la relation. Elle s'intéresse également en parallèle à la spiritualité et à notre place dans le monde. Dans son dernier article, disponible sur son site, Gwenaëlle aborde une vision passionnante de la reconnexion à plus grand que soi d'un point de vue psychologique. Par la subtilité de ses mots et sa puissance intérieure, Gwenaëlle nous embarque par-delà les idées reçues et bien pensantes. Je suis ravie de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Audrey. Je suis ravie de t'accueillir. J'aimerais que tu nous parles du livre que tu as choisi. Quel est son titre et est-ce que tu peux nous le pitcher en quelques minutes ? Avec plaisir. Donc, j'ai bien aimé ton idée, Audrey, de choisir un bouquin qui parle d'une manière ou d'une autre d'étapes sur mon chemin. Donc, en fait, j'ai choisi L'intelligence du cœur de Isabelle Filiosa, qui date de pas mal d'années, parce que j'ai même encore la trace, en fait, de la date à laquelle je l'ai lu. C'était en octobre 98. D'accord. Tu vois, donc il y a de ça quand même un bout de temps. Et je te lis ce que j'avais écrit dessus à l'époque, avec mon écriture un petit peu tremblante. J'avais écrit « Révélation, nos émotions sont le sel de la vie ». Peux-tu nous en dire plus sur cette révélation ? Absolument. Donc, c'est un bouquin en fait, qui parle de l'intelligence émotionnelle, du lien entre nos émotions et notre manière de vivre plus ou moins bien en fait, notre quotidien. Et ce bouquin, je l'ai acheté à l'époque parce que donc j'avais 21 ans exactement. Et j'étais bien empêtrée avec pas mal de difficultés de vie, notamment au boulot. En fait, je venais de démarrer un premier boulot après une école de commerce, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, moi. Et je me trouvais empêtrée avec mes émotions. Je me trouvais beaucoup trop émotive. Et ça m'insupportait au plus haut point parce que jusqu'alors, j'avais plutôt refoulé et caché mes émotions. Et là, dans un contexte de stress, de démarrage dans la vie professionnelle, de boulot, donc c'était un boulot important pour moi, dans une grosse boîte, j'étais contente d'avoir été embauchée. Et je me mettais vraiment clairement la pression, donc j'avais évidemment un stress énorme. Et ce stress faisait que je fondais en larmes bien plus souvent que je n'aurais voulu, face notamment à mon chef, ce qui était d'autant plus perturbant pour moi, t'imagines bien. Et donc, à l'époque, en fait, avec mon cerveau bien cartésien, que j'ai toujours, mais à l'époque, il était quand même prédominant, j'ai essayé de trouver une solution à mon problème, qui était mes émotions débordantes. Donc, je suis allée à la Fnac, je me souviens, c'était à Paris à l'époque, dans le rayon développement personnel, et je me suis dit, il y a forcément une solution miraculeuse à mes problèmes d'émotions. Et je suis tombée sur ce livre, tu sais comment ça se fait, c'est toujours un peu des hasards qui n'en sont pas, qui m'a interpellée. À l'époque, je ne connaissais rien à tout ça. Et ça m'a tout de suite parlé. Intelligence du cœur, il y avait des sous-titres qui parlaient de confiance en soi, créativité, aisance relationnelle. Voilà. Et quand j'ai lu ça, ça a été un peu un eureka, tu sais, les portes s'ouvrent, quoi. C'est Moïse et la mer se s'ouvre en deux et je peux enfin avancer, quoi. Parce que j'ai compris, en fait, ce jour-là, du haut de mes 21 ans et avec tous mes blocages émotionnels, que j'avais vécu des trucs durs, et que c'était un peu normal que j'aille pas si bien que ça, en fait, contrairement à ce que je pensais. Et que le fait de m'effondrer de temps en temps, c'était pas signe de folie ou d'insuffisance, c'était juste signe d'une sensibilité bien normale, redéclenchée par un stress du présent. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. J'aimerais qu'on commence à parler et à revenir finalement
à quel genre de petite fille tu étais avant de parler justement de ton école de commerce. Quel genre de petite fille tu étais et sous quel filtre tu voyais la vie? Hmm. Euh, je me souviens pas tant que ça, en fait. Hein. Il y a toute une partie qui est quand même un peu, tu vois, encore dans le brouillard, que j'ai récupéré peu à peu, que je récupérerai peut-être encore, je sais pas. Mais je crois que j'étais une petite fille à la fois ouverte de découvrir des choses. Ça, j'ai pu le voir sur des photos, tu vois, dans le regard et le sourire. Et en même temps, je pense que j'avais déjà pas mal de craintes petites. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de tendresse. Hein, c'était quand même assez froid. Et je crois que ma mère m'a toujours un peu fait peur. Donc, je pense qu'il y a eu aussi une partie de moi très tôt qui était un peu, tu vois, radar branché, radar activé, et une forme de vigilance que j'ai conservée très longtemps. J'ai mis longtemps à détendre cette partie-là, tu vois. De vigilance, c'est-à-dire? Bah, de vigilance par rapport à l'extérieur. Hein, qu'il pouvait arriver euh, quelque chose, que euh, la vie n'était pas forcément toute tranquille. C'est ce qu'on vit en fait souvent quand on a des parents, tu vois, qui sont pas super présents, ou du coup, enfin, pour pas parler en on, mais en je, moi, c'est ce que j'ai vécu, quoi. Mes parents n'étaient pas très présents. Et j'étais insécure en fait à l'intérieur. Hein. Ensuite, je me suis intéressée à l'attachement quand je suis devenue adulte et j'ai compris plus tard. Mais à l'époque, c'était bien ça. C'était une forme d'insécurité, tu vois, déjà présente, Mhm. qui faisait que je faisais attention à ce qui pouvait arriver à l'extérieur pour me protéger. Alors, je n'ai pas vécu une maltraitance, tu vois, concrète, factuelle, on va dire, mais plutôt des carences, hein, ce qu'on appelle des traumas d'omission en psychologie. C'est-à-dire, c'est quand on n'a pas reçu ce dont on aurait eu besoin. Hein, on pense souvent que les traumatismes, c'est avoir été battu, abandonné, violenté, etc. Mais les traumatismes, c'est pas que ça. C'est aussi, et finalement bien plus souvent, quand on n'a pas eu quelque chose. Hein, quand on a manqué, quoi. Oui, ou des non-dits, mais bon, c'est pas forcément. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, je crois que ces carences-là ont créé une partie de moi quand même, oui, insécure, ça c'est sûr, et plutôt dans cette vigilance anxieuse, tu vois. D'accord. Et comment cette petite fille, finalement, elle a grandi, elle a navigué jusqu'à justement cette école de commerce? Euh, Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai beaucoup investi mon cerveau, mon mental, parce que je pense qu'il fonctionnait assez bien. Tu vois, j'ai sauté une classe quand j'étais toute petite, hein, le CE1 de mémoire. Et, euh, et ce cerveau, en fait, fonctionnant plutôt bien, il m'a été très précieux. Parce que du coup, j'ai beaucoup investi le scolaire, d'abord l'école, puis ensuite le collège, lycée, et avec aussi des ambitions, clairement. Le désir de partir le plus vite possible de chez moi Mhm. pour faire ma vie, parce que c'était quand même pas très marrant, ce que je pouvais vivre à la maison. Surtout que quand j'ai 16 ans, je perds ma mère, en fait. Hein. Il se passe ça à ce moment-là aussi de mon adolescence. Donc, ça, évidemment, c'est un gros traumatisme, surtout que les 2 ans précédant sa mort, elle était malade d'un cancer. Donc, j'ai vécu aussi des années avant son décès où c'était assez difficile. Il y avait aussi pas mal de carences affectives, c'est sûr, mais aussi des épreuves, la peur de la mort, etc. Donc, toute cette période d'adolescence en particulier, moi, c'est grâce à mon mental, on va dire mon cerveau, mon investissement dans les études, un peu les copains, mais pas tant en fait. Hein. Les lectures aussi, tu vois, moi j'ai commencé à écrire à écrire, à écrire aussi, mais à lire. Avant d'écrire, j'ai d'abord lu très tôt et ça m'a beaucoup aidé. Je dévorais les bouquins déjà, alors à l'adolescence c'est sûr, et de mes souvenirs qui sont un peu flous, mais aussi à l'enfance. Et Et ça m'a permis, tu vois, de traverser cette période-là. et c'était des livres qui étaient plutôt des romans qui t'embarquaient quelque part, ou c'était des livres justement qui faisaient travailler ce côté cartésien? Je lisais des romans, ça c'est certain, mais je lisais aussi beaucoup, je me souviens de la mythologie. J'étais passionnée pendant tout un temps de mythologie grecque et romaine. Je trouvais ça fascinant, ces histoires de dieux, de déesses, ces récits, ces épopées. J'y trouvais, je pense, en fait, d'ouverture, tu vois, sur autre chose aussi, peut-être des solutions, en tout cas des énergies.
Et j'ai eu aussi toute une période de lecture, alors ça c'est un peu moins drôle, mais où j'étais fascinée par les camps de concentration, la Shoah, tout ce drame de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est probablement lié, à mon avis, à une vie antérieure, je pense, pour avoir une fascination si tôt. Euh, et, euh, et peut-être qu'aussi ça venait aussi en écho de ce que je pouvais vivre, sans toute proportion gardée, bien sûr, mais quand même voilà, de l'adversité. D'accord, ok. Merci beaucoup. Du coup, si j'ai bien suivi, tu as fait une école de commerce. Voilà. Mhm. Je sors du bac et je m'oriente vers une prépa HEC et après une école de commerce à Nancy. Et là, clairement, c'était pour plaire à papa. C'était pour répondre aux attentes de mon père. Hein. C'était, je pense, assez inconscient à l'époque, pour être reconnu par lui, en fait. Hein, parce que moi, j'ai eu un père qui était quand même assez absent. Même après le décès de notre mère, il n'était pas vraiment plus présent. Donc, j'ai grandi avec ce manque de regard, tu vois, d'un père. Et toute la validation narcissique que tu trouves souvent dans le regard du père, en fait. Donc, j'ai choisi cette voie-là parce que mon père était lui-même dans cette voie, hein, était ingénieur commercial et il investissait beaucoup la réussite, l'argent, le matérialisme, etc. Donc, naturellement, je me suis orientée vers ça. Puis, j'avais des facilités en maths, en éco, tout ça. Donc, c'était une voie assez facile, finalement. J'ai fait ces études qui m'ont plu. Hein, c'était assez chouette. J'ai appris des choses. C'était divertissant. C'était aussi la vie un peu légère, on va dire. Et puis, j'ai embrayé sur une première carrière qui a duré 10 ans à peu près de marketing, notamment à Paris, mais pas que. J'ai aussi vécu à l'étranger. Je travaillais dans plutôt des grosses boîtes agroalimentaires et dans ce milieu qui aujourd'hui me paraît tellement loin de mon quotidien, mais qui était chouette aussi. Franchement, j'ai rencontré des gens vraiment sympas, d'autres moins intéressants, c'est sûr, mais ça m'a permis de voyager, de vivre une vie parisienne sans enfants, avec des moyens financiers sympas pour faire plein de choses. Voilà, c'était une première partie de vie d'adulte, on va dire, euh, qui, euh, qui m'a aussi confrontée à, tu vois, à mes limites, en fait. Hein. L'épisode que je te racontais tout à l'heure avec le bouquin L'intelligence du cœur, c'était ça déjà. Hein, les limites de ma structure que je croyais être assez solide. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, pas tant que ça. Ça m'a amené en psychothérapie, en fait, tout de suite. Hein. Moi, j'ai vu mon premier psy, j'avais l'âge où j'ai acheté le bouquin, 21 ans. J'avais aussi des troubles du comportement alimentaire à ce moment-là, donc c'est signe que j'allais pas bien quand même. Et donc très vite, je suis allée dans ce domaine incroyable de la connaissance de soi. D'accord. Et qu'est-ce qui finalement t'a fait te reconvertir et quitter le marketing pour partir effectivement en psychologie? En fait, assez rapidement, au bout de quelques années de mes postes de marketing, je me suis rendu compte que c'était sympa. Hein. Il y a quelque chose de très fun dans le marketing. Hein. Tu vas sur des tournages de pubs, tu travailles avec des graphistes, des designers. Enfin, il y a des choses quand même qui sont assez fun. Mais assez vite quand même, il y avait une petite part d'insatisfaction qui est née. Et puis surtout, et c'est ça qui a été décisif, c'est que en travaillant sur moi, en fait, en allant en psychothérapie, et en fait, j'ai jamais cessé d'aller en psychothérapie depuis ces 21 ans, avec des périodes d'arrêt quand même, mais bon, je me suis rendu compte que ça, c'était un métier, waouh, passionnant. En fait, tu vois, au bout de 1 ou 2 ans de psychothérapie, je me souviens de ce moment où je suis sortie du cabinet de ma psy et je me suis dit, mais ça, c'est génial comme métier, ce qu'elle fait, en fait. C'est passionnant. Moi, j'adore comment elle m'aide. Et ça a fait naître une petite graine en moi d'un intérêt pour un monde que je connaissais pas du tout, hein, parce que dans mon milieu familial, les psys, c'était pour les fous, quoi. Hein. Et ça m'a donné envie, non pas de devenir psy tout de suite, mais en tout cas de creuser ces histoires d'émotions, de relations compliquées, de répétitions de schémas, etc., que je découvrais petit à petit en lisant des bouquins. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vois, donc ça a commencé avec Isabelle Filosa, et puis après, ça n'a jamais cessé, en fait, hein, les bouquins de psycho. Et j'ai commencé aussi à faire des formations. En fait, j'ai commencé à me former. Alors au départ, je suis allée dans un monde intermédiaire entre l'entreprise et la psychologie, et notamment avec la PNL. En fait, moi, j'ai commencé avec la programmation neurolinguistique, qui est une approche en psychologie et en développement personnel qui convient très bien au milieu de l'entreprise.
parce que c'est un peu comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est très pragmatique. Ouais. Et au début, j'y suis allée, au même titre que j'ai acheté ce bouquin pour trouver une solution. Tu vois, j'y allais pour avoir plus confiance en moi, être plus performante, avec des objectifs qui étaient les miens à l'époque, notamment pour réussir dans ma première carrière, tu vois. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un monde passionnant. Des gens passionnants, des gens qui étaient thérapeutes, psychologues, qui m'ont ouvert sur ce nouveau monde que je connaissais pas. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai fait tout le parcours de PNL, technicien, praticien, maître praticien de mémoire. Et puis après, j'ai découvert l'hypnose et surtout la fac de psycho, en fait. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas envie d'aller vraiment plus loin et de changer de métier? Et c'est là où je me suis inscrite à la fac de psycho. Donc, je travaillais encore, puisque j'ai fait toutes mes études, sauf les tout derniers mois, en faisant encore du marketing. Donc, je l'ai fait avec l'Institut d'enseignement à distance, qui est à Paris 8, en recevant mes cours en début d'année, à l'époque, des énormes bouquins, trucs de waouh, quand tu les voyais arriver, tu avais un peu peur. Et puis, tu avais rendez-vous à des partiels à la fin de l'année, en gros, avec quelques rendez-vous de TP à la fac, pour quand même voir quelques profs et quelques camarades, et c'est tout. Et donc, j'ai fait mes 7 ans d'études comme ça. D'accord. Donc, il y avait une légère, énorme motivation. Énorme motivation. Mais c'est ce qu'il fallait, parce que c'est vrai que c'était quand même, des fois, on me dit, mais comment t'as fait? Franchement, je réponds souvent, je sais pas. J'ai fait, en fait. Tu vois, j'ai fait année après année. J'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout quand j'ai démarré. Je trouve ça juste passionnant. Si je m'étais arrêtée à la licence, ça aurait été déjà génial. Et puis, c'était passionnant. Moi, j'ai toujours aimé apprendre. J'arrive tu vois, à me dissocier, entre guillemets, c'est les bons côtés de la dissociation, pour faire 2 choses en même temps, parce que j'étais dans 2 mondes, en fait, Audrey, dans ces époques-là. J'étais à la fois en marketing, un peu dans le bling-bling, tout ça. Et en même temps, je faisais ces études de psycho, je faisais des stages aussi. Donc, je faisais mes stages sur mes congés maternité, mes RTT. Enfin, c'était un peu dingue, c'était un peu schizophrénique, on dirait, tu vois. Et ça, c'était aussi grâce à mes capacités, entre guillemets, de dissociation liées à mes traumatismes. Mais en ça, c'était intéressant. Donc, j'ai avancé comme ça, d'année en année, quoi. Ce qui a permis finalement de commencer à créer un lien, ce qui me fait un parfait enchaînement entre un monde très cartésien et un monde plus subtil. Le podcast, j'ai choisi de l'appeler la clé de voûte, qui est en fait le lien, le pont, le trait d'union entre le monde visible et invisible. Si on va sur ton site et qu'on découvre certains articles que tu as écrits, tu parles notamment d'avoir les pieds bien ancrés dans la terre et la tête dans les étoiles. Et j'avais envie que tu nous dises justement comment tu fais pour relier ces 2 mondes, parce que je sais que tu as un attrait pour la spiritualité, et comment toi, tu gardes tes pieds ancrés dans la terre et la tête dans les étoiles. Effectivement, moi, j'ai l'impression d'avoir basculé, tu vois, 2 fois dans un nouveau monde, entre guillemets. La première fois que j'ai basculé, c'est quand je suis passée effectivement du monde du commercial au monde de la psychologie, en devenant donc progressivement de plus en plus sachante de ça, et surtout en l'expérimentant et en devenant un jour donc psychologue. Ça, c'était, on va dire, mon premier basculement évidemment important. Et puis le deuxième, c'est effectivement quand je me suis ouverte à un monde plus subtil, qui est le monde de la spiritualité, qui est encore un autre monde, parce que on peut œuvrer dans le domaine de la psychologie et être quand même assez éloigné du subtil. Je suis d'accord. Parfois, il y a voilà, il peut y avoir des collègues qui peuvent être, pour le coup, un peu trop les pieds sur terre, entre guillemets, et pas avoir forcément un attrait sur... moi, cet attrait pour le plus vaste, c'est le subtil. Je crois qu'en fait, je l'ai toujours eu, on va dire. J'ai parlé de révolution tout à l'heure, mais c'était une révolution qui s'est faite sur un terreau déjà là, on va dire. Ça, je crois que c'est lié à une forme de sensibilité que j'ai toujours eue. C'est lié aussi au fait que, voilà, quand je suis ado, ma mère décède, et ça, évidemment, c'est un choc important qui ouvre des portes, en fait. Et puis ensuite, il y a eu, quand je suis devenue une fois que j'étais psychologue, je me suis rendu compte que la psychologie ne suffisait pas, qu'elle suffisait pas à éclairer les problématiques des gens, mais surtout à les apaiser, en fait. Et parallèlement, moi, la psychologie ne m'a pas suffi à m'apaiser. Je suis allée chercher d'autres choses, en fait, dans des domaines plus subtils. Moi non plus, ouais, c'est exactement ça.
Et quelque part, j'ai réouvert, on va dire, des perceptions que j'avais eues enfant, comme je pense tous les enfants, on a nos perceptions ouvertes quand on est enfant, qui ont été très, très ouvertes, mais de manière très brutale quand ma mère est décédée, hein, parce que je pense que là, j'ai eu accès en fait à des perceptions qui m'ont fait très peur, que du coup, après, j'ai fermé. Et puis ça, j'ai réouvert après, tu vois. Et les perceptions qui se sont ouvertes de manière très brutale quand ma mère est décédée, j'ai envie d'en parler, je pense que ça peut être important. Clairement, moi, j'ai senti en fait l'âme de ma mère, le fantôme de ma mère, on pourrait dire, autour de moi après son décès. Et c'était tétanisant pour moi. Hein. C'était absolument effrayant. Ça n'avait rien de soutenant parce que j'avais seulement 16 ans et surtout parce que personne ne m'avait jamais ouvert à ce monde-là. Donc, c'était juste de la peur, en fait, brute. Donc, j'ai fait inconsciemment ce qui était absolument adapté, c'est que j'ai fermé les portes en disant, je ne veux pas sentir ça. Hein. Et j'ai, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, voilà, accédé à mon mental en priorité et j'ai investi celui-ci pour survivre en fait. Sauf que ben voilà, quand tu as vécu ça et que tu as senti ça, ben, ça revient. Et quand c'est plus apaisé, ça peut revenir, mais de manière constructive. Hein. Donc, je me suis intéressée en fait, ou sont venus à moi aussi, hein, c'était des cadeaux tu vois, des sujets autour du chamanisme, notamment, ça assez tôt, hein, quand j'étais encore dans mon ancienne vie en marketing, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai découvert notamment le film Blueberry de Yann Kounen, hein, où il relate ses expériences sous ayahuasca, et on voit ses visions avec des fractales, etc. Et j'avais trouvé ça, mais juste fascinant. Je me souviens être sortie de ce film en disant, waouh, il y a autre chose qui existe en fait. Mais ça, je l'ai mis un peu à nouveau sous le tapis pendant un certain nombre d'années, parce qu'à l'époque, j'étais pas mûre pour ça. Il y a eu d'autres petites expériences de ce type-là, hein, mais celle de Kounen, elle était quand même très marquante. Et puis, donc, plus tard, je deviens donc psychologue, je deviens maman aussi. Donc, ça, c'était aussi une sacrée épreuve, un cadeau évidemment, mais une sacrée épreuve en termes d'angoisse. Je dis souvent que je ne savais pas ce que c'était une angoisse de manière consciente avant de devenir maman, parce que je pense que j'étais hors de mon corps, en fait, jusqu'à ce que je devienne maman. J'étais dissociée. J'étais pleine d'angoisse, évidemment, mais elles étaient refoulées et elles ressortaient sous d'autres formes, en fait, sous symptômes, en fait. Et quand je deviens maman, je me rends compte que là, il va vraiment falloir que je m'occupe réellement de mes émotions. Parce que jusque-là, j'avais fait un chemin en thérapie, mais très verbal, tu vois, j'avais fait une psychanalyse, j'avais eu des psychologues, etc. Mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas, cette affaire, qu'il fallait descendre dans le corps, en fait. Parce que mon corps, qui devenait d'être maman, bah, il m'envoyait bien à la tronche que les émotions, je ne les avais pas tant travaillées. Et d'aller travailler mon corps, en fait, mes émotions, bah, ça m'a ouvert aussi à nouveau ces portes de la perception. Notamment parce que moi, je l'ai beaucoup travaillé, en fait, j'ai beaucoup travaillé ces émotions avec la danse. J'ai beaucoup fait de danse-thérapie pendant des années. Peu de temps après avoir eu mon deuxième enfant, en fait, j'ai commencé. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça a réouvert ces fameuses portes de la perception. J'ai eu notamment en transhumance des visions, notamment de ma mère décédée, mais aussi d'êtres de lumière. Et ça m'a donc apaisée psychologiquement, ça c'est sûr, ça a réparé, et ça a ouvert en disant waouh, en fait, hein, ce que Kounen relate dans son film Blueberry, que je vois quand j'ai à peine 20 ans, ça existe vraiment. Je vous avais prévenu, Gwenaëlle est passionnante et passionnée. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une notion que tu as partagée dans ton article, le refoulement sublime d'un psychiatre italien, Roberto Assaglioli, et de citer une de tes phrases. Selon lui, nous avons mal, pas seulement parce que nous avons refoulé nos pulsions, mais avant tout parce que nous avons refoulé notre nature la plus élevée, notre inconscient ou soi supérieur. Est-ce que tu aurais la gentillesse, Gwenaëlle, d'étoffer des propos pour les auditeurs? Oui, alors le refoulement du sublime, c'est effectivement une notion que j'ai trouvée passionnante quand je l'ai rencontrée, parce qu'on parle plus classiquement du refoulement des pulsions. On a beaucoup entendu ça avec Freud, la psychanalyse, qui sont quand même les bases de la psychologie, que l'être humain, il va refouler des choses très obscures, à caractère sexuel, a priori selon la psychanalyse. Et tout cela, ça sous-entend que l'être humain serait un être en fait assez noir et obscur dans ses tréfonds, on va dire.
Peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, moi, j'ai aussi envie d'amener un autre point de vue, donc c'est le point de vue qu'amène ce psychiatre italien, que l'être humain, c'est aussi un être de lumière. Hein, un être qui est fait, selon moi, aussi avant tout d'amour, hein, de paix et de capacité de compassion pour l'autre. Et c'est ce qu'appelle le sublime, en fait. Ce psychiatre italien, c'est ce qu'il appelle le sublime, c'est-à-dire que pour lui, à l'intérieur de nous, il y a cette grande partie lumineuse qu'il appelle donc le soi supérieur, qui est au service de notre développement. Moi, souvent, j'utilise une métaphore qui est assez parlante, je crois, du soleil, en fait. Je dis souvent qu'à l'intérieur de nous, on a un grand soleil qui brille tout le temps. Quoi qu'il arrive, il est là et il brille. Mais la vie n'étant pas toujours facile, on peut parfois avoir des éclipses solaires. C'est-à-dire qu'on va vivre des difficultés, hein, des choses parfois même très très dures, hein, qui vont obscurcir ce soleil, mais temporairement. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à un moment, les ombres s'en aillent et que le soleil revienne. Mais c'est pas parce qu'à un moment, il fait presque noir à cause de l'éclipse que le soleil a cessé de briller. Et c'est ça le refoulement du sublime. C'est qu'à l'intérieur de nous, il y a cette partie sublime, cette partie lumineuse, cette partie naturellement tournée vers l'autre. C'est ça. Il y a plein il y a des philosophes qui en parlent, mais aussi des psychologues, hein, notamment les psychologues de l'attachement, hein, qui est un domaine qui me passionne. Et Bowlby disait ça, hein, dans ses écrits. Il disait que l'humain est naturellement câblé pour être en lien avec l'autre, hein, pour être dans la relation. On est fait pour ça. Sans les autres, en fait, on peut survivre, mais on ne vit pas. Bon, là où va plus loin cet auteur et puis plein d'autres, c'est que on n'est pas seulement là pour être en lien avec les autres, on est là aussi pour être des êtres de lumière, en fait, des êtres spirituels. C'est ça qu'on appelle le refoulement du sublime. Je te remercie beaucoup parce que justement, je trouve ça très intéressant quand tu parles justement de cette déconstruction où tu es passé du monde matérialiste à un monde déjà un peu plus connecté sur soi, avec la psychologie que derrière, tout en gardant ces notions fondamentales et tout ce que tu as appris, tu es venu conjuguer avec le spirituel. Tu montres un petit peu cette évolution possible et cette reconnexion que notre monde a tendance à oublier. Tout doit être rationalisé, tout doit être expliqué. Et bon, du coup, pour moi, on se déconnecte à quelque chose de plus subtil et d'invisible. Et le fait de ne pas en parler, et je te remercie d'avoir partagé ça par rapport à ce que tu partageais au sujet du fantôme de ta mère, du coup, fait peur. Il y a plein de gens qui sentent qu'il se passe des choses, ne serait-ce qu'une intuition, sentent qu'il y a des choses qui se passent, peut-être parfois ressentent une énergie dans une pièce, ou peut-être ont des flashs ou des choses qui se passent en eux. Et comme c'est jamais expliqué ou c'est stigmatisé, du coup, ça peut faire peur, alors que les deux mondes peuvent complètement coexister et qu'on peut être complètement rationnel, avec des diplômes même qui peuvent tendre à rassurer ce monde cartésien, et en même temps avoir toute cette dimension qui, moi, je trouve, rajoute de la magie. Et j'avais justement envie de te poser cette question. Est-ce que tu sens que cette connexion à un monde plus subtil est un atout dans ta vie professionnelle? À l'évidence, oui. Étant psychologue et psychothérapeute, j'aide en fait les gens à passer des difficultés et à aller mieux. Et ces difficultés, donc elles peuvent être très concrètes, hein, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas forcément besoin d'un psychologue, mais elles peuvent être très psychologiques, mais aussi souvent très spirituelles. Dans le sens que il y a des gens qui peuvent aller mieux d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire avoir par exemple dépassé l'anxiété, la tristesse, des colères non maîtrisées, des choses comme ça, mais ne pas encore être totalement heureux, hein, dans le sens, alors le bonheur, heureux, tout ça, c'est des mots parfois un peu galvaudés, mais dans le sens de la joie, parce que pour moi, ce qui est vraiment important finalement, c'est pas tant d'être heureux, parce que ça peut aussi vouloir rien dire, mais c'est de recontacter la joie. Hein, la joie qui est l'émotion qui arrive une fois que tu arrives à surfer sur les émotions précédentes, que sont la peur, la colère et la tristesse.
Donc, il y a des gens qui peuvent faire un grand chemin, tu vois, en psychothérapie, aller mieux à plein d'égards, avoir compris plein de choses, le lien passé, présent, tanana, dépasser des croyances, etc. Mais la joie, elle n'est pas encore totalement au rendez-vous. Et souvent, en fait, ce qui manque, c'est le sens. Et le sens, il va bien au-delà de la psychologie. C'est là où, pour moi, on ne peut pas travailler sur soi, cette grande expression aussi, de manière, on va dire, profonde et avec des changements pérennes et significatifs souhaités, si on n'intègre pas aussi quelque chose de plus large qu'est la spiritualité. Et évidemment, quand je parle de spiritualité, ça peut avoir avec les religions, même si on peut être religieux et très spirituel. Mais on peut être aussi religieux sans être spirituel, finalement, je pense. Donc, ce que j'entends par spiritualité, c'est quoi? C'est une connexion à autre chose que notre petit moi, que nos blessures, hein, et même une fois qu'on les a nettoyées et apaisées. C'est vraiment une ouverture sur, finalement, à quoi sert ma vie? Quel est le sens de celle-ci? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait que je me suis incarnée dans ce corps-là, à ce moment-là, à cet endroit-là? Et qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la mission de l'âme, souvent. Et tout ça, c'est des sujets, tu vois, que je vais aborder en fait avec mes patients, pas tous, hein, sûrement pas tous, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément intéressés par ça ou qui sont peut-être pas encore prêts, mais quand même avec pas mal d'entre eux finalement, parce que je me suis vraiment aperçue par l'expérience, hein, que quand tu commences à aborder ces questions-là de manière décontracté, entre guillemets, parce que pour beaucoup de thérapeutes, alors surtout quand tu sors de la fac de psycho, alors je ne te parle même pas des médecins, mais c'est pas si simple d'aborder ces sujets-là. Hein. Il y a, surtout en France, hein, qui est quand même assez conservatrice finalement, c'est pas simple d'aller sur ces sujets-là. On peut avoir l'impression en tant que thérapeute qu'on sort du cadre. Pour moi, non. Au contraire, on est en train de l'ouvrir, ce cadre, mais de l'ouvrir de manière vraiment belle et surtout au service du processus pas seulement de guérison de la personne, mais d'expansion de sa conscience. Donc déjà, en parler, c'est beaucoup, hein, de parler du sens de la vie, de pourquoi on est là, aussi des grands enjeux existentiels. Hein. C'est Irvin Yalom qui est un psychiatre américain que j'adore, qui parle des enjeux existentiels que sont la mort, la liberté, l'isolement et il m'en manque toujours un, je ne sais plus, je le retrouverai. Donc, les grands enjeux existentiels, ce sont des sujets qu'il faut, en tout cas, je pense qu'il est important d'amener en thérapie. Donc ça, c'est la première chose, parler de tout ça, les amener. Et ensuite, on peut même aller plus loin. Hein. Moi, avec mes patients, je vais les encourager, si évidemment c'est adapté, hein, de faire lire des livres sur le chamanisme, par exemple, de regarder des vidéos d'êtres de lumière, entre guillemets, des gens inspirants, tu vois, qui vont apporter une autre énergie, voire même d'aller faire des stages, de faire des retraites, hein, d'ouvrir un peu leur chakra, comme on dit. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont un peu plus la terre les pieds dans la terre, pardon, qu'ils puissent un peu ouvrir la tête dans les étoiles, quoi. Et ça, souvent, c'est étonnamment accueilli par les patients avec joie, en fait. Je dis étonnamment parce qu'on peut avoir peur au début de leur réaction. Mais en fait, si on le fait, on se rend compte que les patients, ils attendent que ça, de parler d'autre chose. Et puis peut-être aussi que c'est la magie de la façon dont on en parle, si justement tu désacralises tout ça et les mots qui sont utilisés pour en parler aussi tout simplement. Il y a parfois certaines lourdeurs ou des peurs qui tournent autour de ce non connu, ce non visible, ou simplement se poser la question, mais de qu'est-ce que je viens faire là? Pourquoi je suis incarnée maintenant? Et cette mission d'âme ou cette mission de vie, hein, peu importe, dont tu parlais. Et du coup, j'avais envie de te poser la question. Quel conseil tu donnerais à des gens qui se sentent un peu appelés par ce monde subtil, mais finalement qui ne savent pas trop comment l'explorer, qui ont peut-être peur de leur propre jugement dans un premier temps, et puis peut-être du regard de l'autre, de ce que pourraient dire leurs amis. Bref, ce serait quoi en fait les premiers pas qui pourraient être intéressants d'aller explorer? Le premier pas, c'est sûrement d'aller trouver au moins une personne avec qui en parler. Ce serait sûrement un bon démarrage.
Et c'est donc ça peut être un thérapeute, un ami, un collègue, un frère, une sœur, idéalement un conjoint, une amie proche, ça c'est encore mieux parce que on peut avoir des échanges souvent. Mais de ne pas rester seul avec cette curiosité. Et pas rester seul non plus dans des bouquins ou dans des vidéos, même si c'est des bons démarrages, on va dire. Mais parce que la spiritualité, elle se nourrit de la relation. Hein. Alors, sauf si on est appelé à devenir un ermite yogi et à être dans une grotte pendant 20 ans, hein, pourquoi pas? C'est un chemin, c'est une voie. Mais je ne crois pas que ça soit la voie principale, en tout cas la voie la plus facile pour la plupart d'entre nous. Je crois qu'on est avant tout des êtres de relation et que quand on arrive en fait à connecter avec au moins une personne, et même si c'est qu'une personne au début, sur ces sujets-là, après, il faut faire confiance au processus énergétique, c'est-à-dire qu'après vont venir d'autres personnes, d'autres cercles. Hein. On va rencontrer au fil des rencontres de plus en plus de gens, et puis après, on va se nourrir de ça. Et ça fait grandement grandir. Hein. On a fait ensemble un stage TT, Audrey, en chamanisme. C'était magnifique d'être cette communauté de femmes qui pouvons partager entre nous nos valeurs, nos convictions, et du coup aller plus loin, quoi. Moi, effectivement, je trouvais ça extraordinaire parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, de sentir cette sororité, ce non-jugement et cet espace où tu peux être pleinement libre d'aller explorer des parties où tu n'étais pas allé avant, en pleine autorisation. Donc, c'est vrai que c'était émouvant, c'était beau et c'était puissant aussi. Vraiment, ça a été une très belle expérience, effectivement. Ouais. Que répondrais-tu si on te disait « Gwenaëlle, tu es perchée ». Je pense que peut-être on te l'a déjà évoqué ou fait comprendre, je ne sais pas. Ouais, fait comprendre. Je ne l'ai jamais eu entendu. Oh, quoique si, mon frère, par exemple. Hein. J'ai un de mes frères avec qui j'échange quand même bien. Et clairement, il m'a déjà dit que j'étais perchée. Ce qui est tout à fait normal venant de lui, qui est encore qui est bien rationnel. Et c'est bien OK, évidemment. Moi, j'aime bien, en fait, qu'on me dise quelque part que entre guillemets, que je ne suis pas... normale ou que je sors du lot ou du moule. Hein. Il y a une part rebelle en moi qui, quelque part, aime ça. Un des meilleurs compliments qu'on ait pu me faire, c'est le suivant, c'est « vous n'êtes pas une psy comme les autres ». Ça, moi, j'adore. Hein. Ouais, tant mieux. J'ai pas envie d'être une psy comme les autres. Et oui, je suis une psy avec qui on peut parler de tout et surtout de sujets qui sont assez inhabituels comme la spiritualité. Donc, si perché, ça veut dire avoir la tête dans les étoiles, mais tout en ayant aussi les pieds sur terre, mais c'est super. Je crois que c'est notre nature profonde et qu'on est tous ça finalement, hein, cet équilibre entre terre et ciel. Et en tant que thérapeute, donc accompagnant des gens, je pense que j'ai une responsabilité entre guillemets dans ce que je vais émaner, quoi, inspirer. Et si je peux ouvrir les personnes que j'accompagne ou qui m'écoutent ou qui lisent mes livres dans cette direction-là, mais moi, je suis ravie. C'est génial. C'est une de mes missions de vie, à mon avis. Hein, c'est de transmettre ça. Et puis par là même, est-ce que ça ne viendrait pas un petit peu acter le chemin qui a été fait? Tu sais, cette notion, oui, effectivement, je suis sortie du moule. Merci de me le rappeler. Ouais. Oui, surtout que moi, j'étais quand même bien dans le moule, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et heureusement, d'ailleurs, hein, ça m'a beaucoup aidé d'être dans le moule. Hein. Ça m'a évité de me déstructurer, de me désorganiser. C'était une voie vraiment de structuration et de survie, quoi. Et j'y étais bien. Hein. J'étais vraiment bien de chez bien dans ce moule, dans le sens où j'ai adhéré totalement à ce modèle-là à l'époque, pour ensuite m'en détacher, et m'y confronter d'abord, et puis m'en détacher. Et aujourd'hui, sans renier tout ça, avoir une perspective plus large. Donc ouais, je suis d'accord avec ça. Gwenaëlle, qu'est-ce qui fait de toi un être à part? Je crois qu'on l'est tous, vraiment. Hein. Je vais pas répondre par une fuite, mais vraiment, je crois qu'on l'est tous, mais parfois on l'ignore en fait. On ignore qu'on est tous uniques, singuliers et riches d'une couleur à nul autre pareil, comme on dit. Le grand défi, c'est de le découvrir. Et ce serait quoi, du coup, cette singularité? Eh bien, je pense que j'ai que des réponses partielles.
tu vois. Je crois que j'ai encore pas mal de choses à traverser pour le sentir plus finement encore. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais te dire que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que voilà, dans mon métier, je suis une psychologue un petit peu à part, avec qui on peut parler de tout ça. Je travaille en psychiatrie où j'exerce mon métier de manière très à part, hein, parce qu'en hôpital public, moi, parler de spiritualité, d'anges et de phénomènes paranormaux, c'est totalement à part. Donc ça, c'est un niveau qui existe déjà, hein, on va dire. Mais je crois que ce qui fait que je suis à part, c'est peut-être plus que ça encore, mais je crois que je l'ai peut-être pas encore trouvé. Vraiment, tu vois, donc rendez-vous dans 40 ans. Ou peut-être dans un an, ou peut-être effectivement. C'est ça qui est magique. Moi, je suis persuadée qu'on est là effectivement pour expérimenter. Donc finalement, ce qu'on pense de nous aujourd'hui, ce qu'on pense être notre monde, notre relation, sera plus la même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, pour peu qu'on laisse les portes ouvertes, qu'on s'interroge, qu'on reste curieux à la vie et aux synchronicités qui viennent à nous, en fait. Ah oui, ça, ce point de vue de la curiosité, hein, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais peut-être c'est vraiment important de le souligner. Personnellement, je crois que cette part curieuse de moi, elle m'a beaucoup aidée aussi. Tu me demandais tout à l'heure au début quelle petite fille j'étais et ça me venait pas au moment de ta question, mais je crois que je n'ai jamais cessé d'être curieuse. Jamais. Et moi, j'ai toujours été une apprenante. Hein, je peux même être de manière excessive, hein, boulimique de bouquins, de conférences, de formations. J'essaie plutôt de ralentir, mais il y a une part de moi qui est très excitée par la vie elle-même, en fait, hein, par la complexité, certes la dureté parfois, mais aussi la magie de la vie. Hein, c'est pas pour rien que moi, je suis passionnée par la psychiatrie et par la folie. Hein, il n'y a rien de plus fascinant. Enfin, pour d'autres, peut-être, il y a d'autres choses fascinantes, mais moi, je trouve ça fascinant, la folie, quoi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment, déconnecte au point de parfois pas en revenir, hein, ou tellement difficilement. Donc, ça, c'est cette curiosité. Je pense que c'est un sacré cadeau, hein, pour le coup, que je crois que j'ai toujours eu et que j'espère ne jamais cesser d'avoir. Parce que ça te met en action, en fait, tu vois. Moi, ça n'a jamais cessé de me mettre en action pour faire tout ce que j'ai fait dans ma vie. Oui, puis il y a peut-être un rapport aussi à l'audace, à l'émerveillement, Ouais. à cette ouverture outre le fait de effectivement faire, consommer des formations, etc. Moi, ce que je fais aussi quand même, on va pas se mentir, hein, il y a aussi le fait de garder finalement, est-ce qu'il n'y a pas le fait de garder finalement son âme d'enfant et de rester émerveillé avec tout est possible. On a changé une fois de vie professionnellement, on est toutes les deux dans une reconversion et peut-être qu'il y en aura encore une autre et puis encore une autre. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce côté, je garde mon âme d'enfant émerveillée et ouverte aux opportunités de la vie et à ses enseignements. Ouais. Oui, je partage cette vision. Je partage cette idée que la vie peut être semée d'adversité, hein, et Dieu sait que dans mon métier, je le vois, mais c'est aussi une suite de cadeaux. Mais à partir du moment où on le voit comme ça, parce que parfois, il faut voir de certaines épreuves que ce sont en fait des cadeaux. Mais ça, c'est pas facile, quoi. Hein. Donc, l'émerveillement, c'est Mathieu Ricard qui parle beaucoup de ça. Un grand homme, un moine bouddhiste, et il parle beaucoup de ça, de la capacité d'émerveillement. Et pour moi, c'est proche du refoulement de l'idée du refoulement du sublime dont je parlais tout à l'heure. Hein. Beaucoup de personnes ont refoulé leur capacité d'émerveillement, leur sens du sublime. Pourquoi? Souvent parce que la vie est ainsi faite qu'à un moment, ils ont plutôt déprogrammé ça pour survivre, mais pas pour vivre en fait. Hein. Donc, il faut d'abord revenir à un niveau, on va dire, de sécurité minimale pour après retrouver la capacité d'émerveillement, qui est comme le soleil, qui a jamais cessé d'être. Hein. C'est le fameux sublime dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'adore mon métier, parce que moi, mon métier, ça consiste avant tout à ça, C'est ce que à j'allais aider dire. les gens à retrouver ça. Je m'enlève Ouais. les mots de la bouche. J'allais dire, est-ce que c'est pas ça finalement ta mission d'âme, une de mission d'âme, parce que je pense que il y en a plein d'autres qui t'attendent. C'est justement enlever cette éclipse pour faire renaître le soleil et donc faire renaître cette possibilité d'émerveillement et de reconnexion à son âme d'enfant en fait.
Ouais, tout à fait. Ça m'évoque en fait un voyage que j'avais fait en transdanse il y a longtemps. Hein, c'était dans mes premiers voyages en transdanse, il y a une dizaine d'années. Et m'était venu, en fait, on travaillait sur notre mission d'existence, de vie, tu vois. Et on demandait à l'univers, à la danse, au mouvement, de nous éclairer là-dessus. Et moi, j'étais revenue de ce voyage avec le mot « accoucheuse d'âme ». Alors, même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à le dire, à vous le dire, parce qu'il y a une partie de moi qui dit « mais pour qui tu te prends ?» Bon, si j'écarte mon critique intérieur et que je reviens à ce que j'ai reçu ce jour-là, à l'époque, c'était quand même sacrément mystérieux, tu vois. J'étais à peine psychologue. Bon, j'étais donc cette jeune maman bien abîmée encore émotionnellement. Donc, je voyais pas trop ce que c'était le truc, quoi. Accoucheuse d'âme, c'est compliqué, ça veut dire quoi? Ça me semblait très égotique aussi. Bon, maintenant, je crois, 10 ans après, que oui, il y a peut-être de ça. Alors, je sais pas si les mots sont exacts et finalement, on s'en fout, mais il y a quelque chose de sens d'être en connexion avec l'âme, ça c'est sûr, et d'accoucher de quelque chose qui est probablement ce sublime, cette lumière que nous avons tous. Et c'est en ça vraiment que moi, je kiffe mon métier, comme dirait mon fils. Pour rester Jones. C'est ça. C'est un déchirement, Gwenaëlle. On arrive vers la fin. C'est un déchirement. Je ne cache pas parce que je pense qu'on aurait pu continuer pendant des heures. J'avais justement envie de te laisser le mot de la fin. Ce qui me vient, en fait, en lien avec ce que j'ai partagé sur ces mots qui me sont venus pendant cette transdanse, peut-être c'est d'inviter ou de proposer à celles qui nous écoutent de laisser aller, en fait, ce qui doit venir. Donc, moi, par exemple, c'était dans un moment de transe par la danse, mais ça peut être juste en traversant son potager ou en regardant ses enfants qui jouent ou même en allant au boulot et en écoutant une musique, quoi. Mais de tourner peut-être plus souvent nos radars vers l'intérieur et d'écouter ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, je pense qu'on vient probablement avec cette mission préinscrite et le grand défi, c'est de la découvrir. Parfois, on va mettre toute une vie et je pense que parfois, on ne la découvre pas et c'est pour ça qu'on revient, selon moi. Et même si on l'a découvert, on revient quand même, je crois. Mais et peut-être inviter chacune à sentir, OK, qu'est-ce qui vibre dedans? C'est quoi? Et même si c'est tout flou, même si ça peut paraître bizarre ou trop ambitieux ou juste impossible ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas grave. Notez juste. Peut-être que 10 ans plus tard, vous trouverez le sens, ça sera très clair. Et peut-être même, vous serez déjà en train de le faire. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Avec grand plaisir, Audrey. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.